Merci d'être toujours avec nous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Outibal Koumaba, Pape Kabo et notre éditorialiste Gracien Roukindikiza. Place tout de suite à l'actualité sociétale. Face à la hausse constante du taux de chômage chez les jeunes, les autorités tchadiennes ont lancé une nouvelle stratégie. Les universités ont été sommées de privilégier certaines formations pour la rentrée académique 2017-2018, celles où les demandes sont les plus importantes. Je vous propose de regarder ensemble ce reportage de notre correspondant Mahama Ramadan. On en parle juste après. Au Tchad, les autorités en charge de l'enseignement supérieur ont ordonné aux structures universitaires pour l'année académique 2017-2018 de privilégier la formation professionnelle en liaison avec l'emploi. Certaines universités du pays essayent déjà de se conformer pour adapter les profils de leurs futurs diplômés selon les demandes sur le marché de l'emploi. C'est le cas de l'Université Polytechnique La Francophonie qui a initié pour ses étudiants la formation en 2 phases. Une première formation théorique et un encadrement pratique sur le terrain. Au niveau de l'Université Polytechnique La Francophonie, il y a des licences de recherche et des licences professionnelles. Les licences professionnelles, il y a une première phase qui concerne la formation théorique, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements donnés avec les TD, les contrôles continus, les examens. Lorsque nous organisons les examens et que l'étudiant est déclaré admis aux épreuves théoriques, il y a une seconde phase. L'étudiant est régulièrement envoyé en situation de stage en entreprise. Il commence d'abord en 2e année, il va en stage à la fin de l'année académique et la 3e année également, il va en stage. Et c'est pendant cette période de stage que l'étudiant essaie d'identifier le problème des entreprises et il essaie de choisir un sujet pour pouvoir travailler. Pour certains universitaires, cette initiative de l'Université Polytechnique La Francophonie permettra de faciliter l'intégration sociopolitique des jeunes diplômés. Cependant, il déplore l'insuffisance des laboratoires scientifiques et techniques pouvant accompagner les formations professionnelles dans les structures universitaires spécialisées. Pendant les études, il y a une difficulté que je peux souligner, le cas de la formation pour les logiciels de construction. Le temps était trop court pour qu'on puisse apprendre, puisse bien apprendre les logiciels. Mais bon, comme vous savez, nous les étudiants, on doit se débrouiller aussi ailleurs pour combler le manque. Ici, il n'y a pas de laboratoire, on est obligé de se déplacer en ville pour chercher les labos et faire des essais dans d'autres laboratoires. Selon un récent rapport du ministère de l'Enseignement supérieur, plus de 70% des jeunes diplômés sans emploi au Tchad n'ont pas de profil et de qualification en rapport avec la demande sur le marché de l'emploi, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Alors Gracien, nous sommes quand même en 2018, que l'ordre est donné aux universités d'adapter finalement la formation au marché de l'emploi. Comment expliquer que les autorités tchadiennes aient pris autant de temps à réaliser que c'était important justement d'adapter les deux? C'est parce qu'en fait les autorités ne sont pas sur le terrain comme on le dit, ne voient pas vraiment ce qui se passe sur la réalité des choses pour vous dire. Il y a ça, il y a un manque de qualification. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la formation? Il faut que, en principe, il faut regarder certaines choses. Un exemple que je peux vous donner, l'ère Meiji au Japon. Le Japon, comment il s'est développé? C'est simple. Le Japon a envoyé des intellectuels, des jeunes, étudier aux États-Unis, en Europe, pour des cas précis. On a besoin de faire cela, cela et ça et ça et ça. Et ils sont rentrés, ils ont fait la même chose. Ils ont développé la même chose. Or, nous, on laisse les gens se former pour sortir chômeurs. Et en plus, on va dire l'orientation vers les emplois qui existent. Mais il faut aussi penser aux emplois du futur. Et ce sont ces jeunes-là qui doivent aussi être formés à créer leurs emplois, à créer les futurs produits locaux, les futurs biens. On peut dire pourquoi les jeunes ils ne sont pas formés à créer, à inventer un ordinateur, à créer quelque chose, un véhicule électrique, un véhicule qui roule, je sais pas, à n'importe quoi, à l'huile. On peut se dire. Donc il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de...
qu'ils soient très inventifs, que vraiment ils soient poussés l'imagination, plutôt que de se dire il y a les emplois qui sont là. Oui, en fait, moi je partage complètement en fait ton point de vue et c'est une bonne chose en fait d'adapter justement la formation à nos besoins du point de vue économique. Et comme l'exemple, vous avez pris en fait l'exemple en fait du Japon, mais la Chine c'est la même chose. Et je pense en fait que pour le développement des États africains, c'est normal, c'est très important de pouvoir adapter en fait la formation aux besoins du pays et non pas en fait laisser les enfants, les étudiants se former juste pour le prestige parfois et à la fin se retrouver en fait au chômage. Oui, il faut essayer de remettre un peu la situation, j'allais dire, à l'endroit, parce qu'en fait tout ce qui a été mis en place comme processus de formation, ça tenait en compte la situation d'État après indépendance. La plupart des compatriotes africains, le débouché professionnel, c'était de devenir fonctionnaire. Fonctionnaire, oui. L'initiative privée... Il faut dire les pays francophones, voilà, pas les anglophones. Oui, tout à fait. Les pays francophones, je vous le concède. La plupart du temps, le débouché professionnel, c'est de devenir fonctionnaire. Ceux qui ne devenaient pas fonctionnaires, ils étaient en milieu rural et on ne les prenait pas en compte dans l'évaluation des opérateurs économiques, ce qui était une erreur. Alors, donc aujourd'hui, quand même, qu'on nous parle de 70% de la population qui sort de l'université sans qualification, il y a un réel besoin d'adapter, de mettre en adéquation la formation et l'emploi. La situation du marché professionnel et du marché de l'emploi au Tchad devra être minutieusement étudiée pour pouvoir cerner les besoins de l'activité économique et orienter les jeunes vers cela. Et puis il y a aussi l'auto-emploi. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont été formés jusqu'ici et formés pour devenir fonctionnaires, il faut le dire, c'était ça la perspective, et qui aujourd'hui savent qu'ils s'ils postulent, s'ils aspirent seulement à devenir fonctionnaires, ils vont être des chômeurs. Il faut qu'ils envisagent la création de leur propre activité par un auto-emploi. C'est ça. Justement, par exemple, un secteur comme l'agriculture, qui est négligé en fait dans certains pays, qui ont des potentiels assez importants. Mais les gens ils meurent de faim. Or qu'on peut en fait former les gens, développer en fait comme on appelle la formation en agriculture, de telle sorte que au lieu que ça reste toujours l'agriculture en fait comme on appelle vivrière, que ça devienne quelque chose qu'on peut commercialiser en fait même au niveau international. Donc, voilà. L'agro-industrie par exemple. Alors Gratien, quels sont, outre l'agriculture, les secteurs porteurs qui pourraient favoriser l'employabilité des jeunes dans un pays comme le Tchad? Il y a surtout les services. C'est un pays qui a besoin des services. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau des services, pas les services qui existent, à créer d'autres services. Il y a aussi, il faut produire. Il faut produire au niveau de la petite industrie, produire les biens de consommation localement. On n'a pas besoin d'importer. Il y a certaines choses, en fait, au niveau de la conception disons, de l'économie, il faut qu'ils arrivent à se dire, on importait ça, l'année suivante, on va réduire de 10% le style de choses qu'on va importer. Et en même temps, il faut créer beaucoup d'échanges au niveau des universités. Je vois par exemple les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones, devraient faire des échanges avec les pays anglophones. Parce que ces pays, les étudiants ont une certaine formation sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, et voir aussi qu'est-ce qui est en train de se faire dans certains pays, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie. Ces étudiants, en rentrant, ils vont avoir beaucoup d'idées, mais là, on s'imprègne dans le fonctionnariat et on n'a pas beaucoup d'idées pour changer. Donc c'est de cette façon-là qu'on peut créer et au niveau des services et au niveau de certains biens de consommation. Il y a les services, mais je pense pour ce qui concerne nos économies, il faut, à mon avis, mettre l'accent sur les TPE, les toutes petites entreprises. Si vous prenez les pays du BRICS, que ce soit le Brésil ou l'Inde en particulier, même la Chine, ce sont de petites unités de production locales, quelquefois même familiales, qui ont permis de porter l'activité économique et de le booster, de le mettre au niveau où ils sont arrivés quelques décennies après. En fait, aujourd'hui, et aussi changer nos habitudes de consommation. Il faut que nous prenions l'habitude de consommer local. Est-ce qu'aujourd'hui, au Tchad, les gens sont prêts
à encourager des initiatives de jeunes par des subventions de l'activité. Il faut subventionner l'activité des jeunes pour leur permettre de s'installer et de produire. Mais au même moment, il faut créer déjà un marché local, ce qui va permettre de réduire la dépendance vers l'extérieur, donc par des importations. Je pense que si on accepte de modifier nos habitudes alimentaires, de soutenir l'activité économique au niveau familial par le soutien aux TPE, de toutes petites entreprises, je ne parle même pas des PME, mais de toutes petites, qui sont des entreprises artisanales, qui vont produire du textile, de la cordonnerie, de je ne sais pas quoi d'autre encore, dont on a besoin et qui nous consomment, que nous dépendons beaucoup. Et en dernier, je pense que quel que soit le pays, dans le continent, il y a à soutenir une activité touristique. Oui, qu'elle soit. Le marché est de toute façon vierge en fait en Afrique. Pour produire, il y a un problème. Il faut financer, il faut qu'il y ait un crédit. Dans certains pays, par exemple les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont dans la zone franc CFA, les banques ont moins de masse monétaire pour les crédits par rapport au PIB en comparaison avec les pays de l'Est. Il y a aussi à revoir cette politique monétaire pour qu'il y ait beaucoup plus de financement. Il faut que aussi les États garantissent les crédits. Par exemple, pour les jeunes, on peut imaginer aussi le concours du secteur privé. Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait des garanties. Parce qu'un jeune qui va se présenter, qui a un bon projet, qui se présente à la banque, le banquier va lui dire, attendez, vous avez un bon projet, mais vous n'avez pas de garantie. Il faut qu'il y ait un fonds de l'État pour garantir les bons Vous êtes en train de souligner, en fait, moi, c'est vraiment un problème fondamental parce que dans des pays comme la RDC, généralement, des expatriés en fait, qui arrivent au Congo obtiennent facilement, en fait, comme on appelle, des prêts, des crédits par rapport en fait, à l'égard des banques. Mais la population du local, non seulement ne sait pas qu'il y a cette possibilité-là, mais en plus, on n'a pas la facilité en fait, de pouvoir accéder à... C'est de la mauvaise gouvernance. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, une nouvelle taxe de 0,5% sur les transferts d'argent a été inscrite dans l'annexe fiscale 2018. Sans surprise, la nouvelle a été mal accueillie par les populations qui demandent à ce que seuls les opérateurs de téléphonie mobile soient concernés. Plus de précisions dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Une augmentation des frais sur les transferts d'argent en Côte d'Ivoire. L'annexe fiscale 2018 a instauré une taxe de 0,5% sur les transactions monétaires électroniques de mobile money. Pour la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, cela va contribuer à la cherté de la vie si les consommateurs doivent supporter cette nouvelle taxe. Déjà, le 29 novembre 2017, une des 3 sociétés de téléphonie mobile a augmenté les frais de transaction sur les transferts d'argent. En 2015, le gouvernement a instauré une taxe sur les télécommunications de 3% qui a été entièrement répercutée aux consommateurs. Nous estimons que voilà des sociétés qui elles-mêmes ont été surpris de manière positive par les prévisions qu'elles ont faites. Parce que ce sont des milliards de transactions qui se font. Alors nous ne comprenons pas que pour des gens qui font ces bénéfices faramineux et qui font très peu du social, ne veuillent encore augmenter les prêts. La Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire compte porter plainte si elle n'obtient pas gain de cause. Interpellée, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire joue l'apaisement. Il n'y a pas encore eu de disposition prise pour, je vais parler des modalités de mise en œuvre. Il vaut mieux que ces consommateurs gardent le calme. Et puis nous sommes là au niveau de la régulation pour être en contact avec les consommateurs. C'est vrai que j'ai écouté, j'ai vu qu'ils ont écrit à l'opérateur, mais nous, régulateurs, n'avons pas encore eu copie pour que nous puissions ensemble réfléchir sur cette question. L'enjeu de taille pour les consommateurs au vu du développement fulgurant du mobile money en Côte d'Ivoire. En 2017, les transactions quotidiennes se sont élevées à 17 milliards de francs CFA. Au troisième trimestre 2017, 2 opérateurs ont perçu 15,2 milliards de francs CFA de commission sur les transactions de mobile money. On dénombre 8,6 millions de comptes mobile money sur un total de 32 millions d'abonnés à la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Monsieur Koumaba, qu'est-ce qui peut justifier la mise en place de cette nouvelle taxe? Je pense, compte tenu des fonds qui sont en jeu, qui circulent, je pense que pour l'État, c'est tentant de pouvoir instaurer une taxe pour récupérer une partie.
Pour là, moi, tout simplement, c'est ça. Donc voilà, mais après, si c'est... ça dépend qui c'est qui supporte cette taxe. Si c'est la population, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut veiller que ce soit les opérateurs économiques, justement, les entreprises qui supportent ça. Gracien, vous ne semblez pas d'accord? Oui, en fait, il y a deux choses. Il y a deux politiques. Ça dépend des... Un pouvoir peut privilégier les pauvres ou les riches. Et cette fois-ci, le pouvoir privilégie les riches. Parce qu'on va frapper dans la poche du pauvre. C'est lui qui va envoyer peu d'argent, on va lui faire taxer 0,5%. Si vraiment le secteur était rentable, que ça rapporte beaucoup d'argent, il y a l'associé. L'associé, il reçoit l'argent en dernier. C'est cet associé qui doit payer, c'est-à-dire les sociétés, on peut augmenter pour ces sociétés une certaine taxe, un certain pourcentage sur les bénéfices, ce qu'on peut appeler au niveau du jargon l'excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation. Et de cette façon, on va prendre à la fin, disons l'investisseur ou l'associé à l'entreprise ne va pas augmenter le prix parce qu'il est imposé à la sortie au moment où juste l'associé va recevoir l'argent et l'État aura beaucoup. Mais cette fois-ci, on va imposer, c'est lui le consommateur. Qu'est-ce que le consommateur il va faire? Il va réduire la quantité. S'il réduit la quantité, c'est-à-dire que la masse, le chiffre d'affaires va baisser et l'État aura peu. L'assiette fiscale pour cette imposition va se réduire. C'est l'État qui se tire une balle dans la tête. Moi, je ne vois pas pourquoi l'État vraiment peut fonctionner de cette façon au lieu d'imposer les gens qui gagnent beaucoup et pas les consommateurs. Mais Gracien, je pense qu'il y a un problème d'angle. Je pense qu'ici, il s'agit de mettre une taxe sur les transferts monétaires. Absolument. Sur les transferts monétaires. Donc, là, de ce point de vue-là, l'État, dans une certaine mesure, fait jouer une solidarité. C'est qu'en fait, pour envoyer de l'argent, qui envoie de l'argent? C'est vous, c'est un autre. Ce sont les migrants qui transfèrent des fonds à l'intérieur du pays. Ou ceux qui sont dans les capitales, qui transfèrent des fonds dans les villages, à Boaké, à Yamoussoukro ou ailleurs. Donc, c'est des fonds qui sont gagnés en milieu urbain, qui sont transférés à l'intérieur du pays, cela via les mobile money. Mais à l'extérieur, c'est par d'autres moyens. C'est en fait, ici, à mon avis, il s'agit du transfert des fonds par les migrants. Par exemple, si vous prenez le... Non, c'est localement. Attendez. Mais ça, c'est pas précisé. Je vous le donne. Mais ça, c'est pas précisé. Je vous ai donné les deux. Je vous ai donné les deux cas en vous expliquant que localement, ceux qui transfèrent de l'argent, c'est le cousin, l'oncle, le neveu ou le fils qui est établi à Abidjan, à Yamoussoukro ou ailleurs, qui envoie des fonds au village. Et donc, ces transferts de fonds-là, si vous extrapolez et que vous les amenez vers l'étranger, vous verrez que c'est quasiment ces transferts de fonds qui soutiennent l'activité économique ou la paix sociale dans nos pays. On n'est pas instauré des taxes dessus. Donc c'est pourquoi... Une raison de plus pour ne pas instaurer des taxes dessus. Puis c'est ça qui soutient l'activité économique. La taxe, et on va la prélever de qui? Du bénéfice de l'opérateur. Mais est-ce que vous pensez que l'opération est gratuite? Non, l'opération n'est pas gratuite. On impose justement. Vous êtes en train de vous tromper. Je pense que Alassane Ouattara est suffisamment lucide pour savoir que... Je vous en prie. C'est un banquier. Pour privilégier les riches. Ici, il s'agit d'imposer l'opérateur économique. Mais non, attendez, on impose aux consommateurs. Non, attendez, c'est sur les transferts. Les frais de transfert, ce sont les frais qui vont être imposés. Non, ça augmente, bien sûr que ça. Non, ils reçoivent aujourd'hui. Non, attendez. Alors, on va laisser M. Cabot terminer, Gracien. Ils reçoivent, lorsque un client transfère de l'argent, ils reçoivent une commission. Oui. Il s'agit aujourd'hui de les imposer sur cette portion-là. Non. Il s'agit de les imposer sur cette portion-là. Non, c'est pas ça. Attendez, ils évoquent 15,2% de commissions que les agences ont perçues. Il s'agit d'aller chercher là-dedans. Oui, mais cela, c'est justement, à mon avis, il faut le faire. La bonne façon, c'est à la sortie. C'est pas la bonne compréhension de la question. C'est pas la bonne compréhension. S'ils augmentent de 0,5%, cela veut dire que la commission, c'est lui qui paye la commission. Alors, Monsieur Cabot, on va laisser Gracien terminer parce qu'on ne s'entend plus. Vraiment, Gracien. Non. Alors, à mon avis, il y a un problème d'approche. Oui, mais on parle d'une augmentation de 0,5%
La mise en place d'une taxe. La mise en place d'une taxe. Et la taxe qui paye une taxe, c'est comme la TVA. C'est comme s'ils avaient augmenté la TVA sur... Non, attendez, moi je vais terminer. Oui, sur cette transaction, cela veut dire que la commission, c'est qui va prélever ça? C'est d'abord lui qui recevait déjà les commissions. Et la commission, cet argent-là sera transféré directement à l'État après. Oui. Ce n'est pas l'entreprise qui va prélever sur ce que l'entreprise recevait. Ça s'ajoute sur ce que l'entreprise recevait. Cela veut dire que c'est le paysan ou c'est lui qui est dans le monde rural qui va recevoir moins. Non. C'est ajouter qu'il faut exclure de ces raisonnements-là. Il ne s'agit pas de rajouter une taxe sur la masse d'argent transféré ou les frais de transfert. Il s'agit d'imposer. À qui? L'opérateur économique. L'opérateur, justement. Le mobile. Quand on augmente la TVA, qu'est-ce qui se passe? On augmente aussi le prix. Non, quand on augmente. Vous avez déjà vu un opérateur à qui on augmente les taxes? Non, Gracien. Sur la vente et qui n'augmente pas le prix. Ils vont être taxés sur les commissions qu'ils ont perçues. Ils ont trop perçu, en fait. C'est un moyen pour réguler un peu les prix et les ramener. Ce que vous dites, c'est que seuls les opérateurs économiques seront concernés par cette taxe? Les opérateurs monnaie, enfin, si vous voulez, je cite les noms. Donc, c'est tous ceux qui font du transfert de fonds, c'est ceux-là qui devront être taxés parce que les prix, on les a laissés justement monter à un niveau tel qu'aujourd'hui, l'État a intérêt à leur prendre un tout petit peu. Il ne doit pas, et il n'est pas question du tout de toucher à la part qui revient par exemple, des fonds que j'envoie d'Abidjan à ma tante dans un endroit quelconque, à l'intérieur du pays, il ne s'agit pas de le toucher. C'est justement ça. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ne vont pas augmenter les frais? Non, ils ne les augmenteront pas. Comment vous le savez? Mais en taxant l'opérateur, c'est ça le principe. Ce sont les propositions qu'on a fait au chef d'État. Non, ça je suis formel. Je suis porteur de cette idée-là depuis un certain nombre d'années. Oui, vous êtes porteur. Oui, mais vous n'êtes pas Ouattara. Non, Ouattara va dans ce sens-là. Ah non, Ouattara va dans ce sens. C'est qu'en fait, ce qui a été souligné au chef d'État, c'est que les tarifs pour les transferts monétaires ont trop augmenté. L'opérateur qui envoie, la personne qui envoie de l'argent à sa famille paye trop. Il ne s'agit pas maintenant de toucher à ce que la famille va recevoir, mais ce que je paye à l'opérateur pour qu'il envoie mon argent, c'est là-dessus que la meilleure façon. C'est de cela. À la sortie, je suis d'accord, mais à la sortie, en fait. Un mécanisme qui est simple, quand l'État veut augmenter, par exemple, si la taxe était imposée à ces sociétés, un mécanisme qui est simple, l'État n'ajoute pas la taxe en disant sur chaque transfert, j'ajoute ça. Sur les frais. Sur les frais. Non, sur et les frais, c'est l'opérateur. Les frais, c'est le résultat. Les frais, c'est le résultat d'un transfert. Les frais, c'est le résultat d'un transfert. Mais ce que l'opérateur perçoit. L'État devait augmenter une certaine taxation, disons, du résultat. Au niveau du résultat et pas au niveau du chiffre. Ça, c'est comme si, pour une société, on augmente la TVA qui est à 10%, on augmente à 20%. Non, c'est pas comparable. On s'attend à ce que les prix n'augmentent pas. Merci. Ce ne sont pas des anges. Monsieur Cabot, merci pour ces précisions. Merci à vous également, Gracien. C'est à présent donc la fin de cette émission. Monsieur Koumaba Woutibal, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, également consultant spécialisé en gestion des conflits. Monsieur Pape Cabot, vous êtes analyste politique. Et Gracien, notre éditorialiste, merci d'avoir été là. Merci Gracien, bonsoir pour l'invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.